Bonjour et bienvenue, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro. Dans mon micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Pour ce nouvel épisode, je reçois le magicien Jérôme Elfenstein. Il existe dans notre monde un monde parallèle, celui de l'inexpliqué, celui des secrets, celui que l'on regarde les yeux grands ouverts, dont on ressort en se disant que l'on n'a rien vu, alors que tout était devant nous, sous nos yeux. Cet endroit, on aimerait bien aller le visiter de temps en temps, pour oublier le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Troquer pour quelques minutes cette planète en feu, cet air suffocant, contre une brise légère, un instant suspendu, un voyage au pays de l'imaginaire, du rêve, de la féerie, un voyage dans ce monde parallèle où les règles nous échappent, où les codes ne sont plus tout à fait les mêmes. Pour quelques minutes aujourd'hui, je vous invite à franchir cette porte pour entrer de plein pied dans ce lieu. Laissez-vous aller, laissez-vous porter, laissez la magie opérer autour de vous. Oubliez tous vos repères, laissez-vous faire. Ce lieu que je vous propose de visiter aujourd'hui est habité de petits êtres semblables comme vous et moi, mais qui se distinguent de nous grâce à la magie qu'ils ont au bout de leurs doigts. Jérôme Elfenstein est un habitant de ce lieu. Avec lui, pas de lapin sortant d'un chapeau, pas de baguette ni de formule magique, pas de balai volant ni de potion. Jérôme Elfenstein élabore minutieusement, méthodiquement chaque tour pour nous emmener au pays de l'imaginaire, de la beauté et du merveilleux. Au cours de cette interview, on vous dira tout sur le parcours de ce magicien de talent, sa manière de travailler, de concevoir sa magie, mais en aucun cas, nous ne vous dévoilerons ses secrets. Ceux-ci restent cachés dans un vieux grimoire bien à l'abri des regards trop curieux. Jérôme, bonjour, bienvenue et merci pour ta disponibilité dans mon micro. Enchanté Pascal, avec plaisir d'être là, une petite apparition magique avec vous, voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors pour commencer cet entretien, j'aimerais savoir pour toi, quelle serait ta définition de la magie ? Ma définition de la magie, je pense qu'on pourrait dire que c'est le détournement du réel. On parlait justement dans ton introduction de la notion de réel, et nous, magiciens, on est là pour aller détourner ce réel, le distordre, et je pense que c'est ce détournement du réel en quelques mots qui me semble une définition intéressante de la magie. Alors Jérôme, tu es originaire d'Annecy, ton parcours dans la magie est brillant, jalonné de nombreuses récompenses. Le premier prix au championnat de France de magie Close-Up en 2000, 2 Mandrake d'or en 2006 et 2012. Le Mandrake d'or, si je dis pas de bêtises, c'est un peu l'équivalent du César au cinéma, on peut dire ça. Oui, voilà, c'est une académie de différents magiciens qui vont récompenser les meilleurs magiciens du moment. C'est quelque chose qui est à l'échelle française, mais aussi il y a des magiciens étrangers qui participent. Tu étais aussi lauréat des Monte Carlo Magic Stars en 2007, création de numéros visuels qui apporteront une reconnaissance internationale. Je vais citer l'Infini en 2003, Ombre et Lumière en 2004, Voyageurs égarés en 2006, Les Chapeaux Blancs en 2010. En 2012, tu obtiens à Blackpool en Angleterre le titre de vice-champion du monde de magie générale en duo avec Claude Brun. En 2012, encore naissance de la compagnie 32 novembre et le spectacle Clock aussi en 2014. Une pièce pour 2 magiciens créée avec ton acolyte Maxime Delforge, c'est ça ? Et en 2019, création du spectacle À Vue, Magie performative en 2019. Ça, c'est le dernier spectacle. Exactement. Oui. Alors, dis-moi, j'aimerais savoir, au regard de ton parcours, comment il s'est construit, ton parcours artistique ? Eh bien, tout a démarré dans une petite école de cirque dans le quartier des Fins à Annecy. Voilà, j'avais des amis de mon école qui pratiquaient la jonglerie. Du coup, j'étais fasciné par ces 3 balles qui volaient au milieu des mains comme ça. Du coup, je me suis inscrit à l'école et puis j'ai suivi cette formation des arts du cirque. Et il se trouve qu'il y a une des personnes dans la formation qui avait un gros bouquin de magie, qui est un monsieur qui s'appelle Patrick Page, un bouquin assez fastidieux avec peu d'images, beaucoup de textes. Mais assez vite, j'ai été happé par le livre. J'ai commencé à voir que, par exemple, ça expliquait l'art des anneaux chinois qui vont s'enclaver. C'est un truc qu'on a tous dans la tête, ce tour-là. Et là, j'avais un livre qui m'expliquait comment ça fonctionnait. Et du coup, petit à petit, je me suis intéressé à ce livre et j'ai commencé à faire mes premiers tours comme ça. Donc vraiment au départ en autodidacte avec ce livre. Et puis petit à petit, le monde du cirque et le monde de la magie sont quand même liés. Quand je regardais les émissions de télévision où il y avait du cirque, puisque c'était ma première passion, le mardi soir, il y avait dedans des magiciens qui venaient. Il y avait les shows de David Copperfield à l'époque qui passaient aussi les mardis soirs en alternance avec les émissions de cirque. Donc je me suis tout doucement intéressé à la magie. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait il y avait des associations dans différentes villes, il y avait une fédération nationale.
Donc j'ai commencé à aller dans un premier concours de magie dans le massif de Loisan, un festival qui s'appelle le Festival de la magie de l'Odol, qui était organisé par Luc Parson. Et donc j'ai fait ce premier concours et ça s'est bien passé pour moi. Donc voilà, j'avais eu une étoile d'or à l'époque en faisant ce concours et ça m'a un peu ouvert les portes du monde de la magie. Donc ça a été un peu les premiers pas. Et, est-ce qu'il y a un magicien en particulier qui t'a donné envie de faire ce métier? Il y en a un particulièrement qui s'appelle Sylvain Mirouf. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé à être passionné par la magie, les premières années, Sylvain Mirouf passait régulièrement à la télévision sur France 2, dans l'émission de Michel Drucker, puis je crois dans d'autres émissions aussi en parallèle. Et du coup, je regardais tous ses tours, j'essayais de décortiquer comment ça pouvait marcher. Et ça a vraiment été un peu un mentor pour moi. Alors, je l'ai rencontré vraiment des années bien longtemps après. Mais voilà, j'avais vraiment décortiqué tous ses tours. Et c'est le magicien qui m'a le plus marqué à l'époque, parce qu'il il passait à la télé au moment où j'étais passionné, quoi. Jérôme, on va évoquer à présent ton travail de création. Alors, quel est le point de départ d'un numéro ou d'un spectacle? Ça peut partir de plein de façons différentes. J'aime bien un peu le côté celle de cheval de course à pied. Ce côté, il y a une petite idée, puis après d'une idée, on va en faire une autre, et ainsi de suite. Et on va tout doucement, en faisant rebondir les idées les unes après les autres, ça permet comme ça de tisser un univers et je fonctionne beaucoup comme ça. Par exemple, dans l'introduction, tu parlais du numéro de l'infini, qui était un des premiers numéros que j'ai monté. Et voilà, je suis parti de cette notion d'infini parce que je trouvais cette notion un peu folle c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à expliquer dans les choses qui ne finissent pas. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas lier la magie avec l'infini? Puis petit à petit, voilà, je suis parti d'un concept de l'infini pour finalement créer un numéro de magie où un personnage va faire des effets qui vont se produire à l'infini et ces effets vont commencer à devenir un peu fous, vont lui faire perdre la tête et le personnage va partir dans de la folie. Et donc après, on part dans quelque chose d'un peu théâtral aussi. Et j'aime bien construire de cette façon-là, d'idée en idée, de faire ricocher les idées et pour tisser vraiment un univers. Alors, combien de temps ça prend entre le moment où justement où t'as cette idée, entre l'idée de départ du tour de magie pour arriver à construire un spectacle autour? Il te faut combien de temps? Alors ça va dépendre des spectacles, c'est-à-dire que si c'est faire un effet de magie, ce qu'on appelle la magie de close-up, des tours de cartes ou des tours avec des billets, des pièces, des bagues qui vont être faites très près des gens, ça c'est des années et des années d'entraînement. Mais à partir du moment où on a ces gammes, le tour de magie, on peut le créer assez vite. Ça peut, en une journée, un mois, on peut arriver à faire un nouvel effet magique parce qu'on a déjà des gammes qu'on a travaillées pendant des années. Après, quand on parle d'un spectacle entier, par exemple un spectacle d'1 heure, comme Clock ou Les Voyageurs Égarés, des spectacles comme ça que j'ai montés en solo ou en duo, ça c'est des spectacles que j'ai mis 4 à 5 ans à les créer avec mes collègues. On a une grosse partie d'écriture qui prend à peu près 2 ans et en fait en magie on est obligé un petit peu d'anticiper la mise en scène qu'on va faire et du coup on a un travail d'écriture qui est très long, en tout cas dans mon cas. Donc pendant 2 ans sur une feuille de papier on va faire des croquis, des schémas, on va essayer d'imaginer le maximum de choses pour qu'après quand on commence à aller sur la scène et qu'on commence à nous prêter des lieux de théâtre, des théâtres nous prêtent des lieux de résidence, qu'on puisse aller assez vite. Et ça va nous prendre... on a 1 année de répétition pour sortir le spectacle. Et entre-temps, on a 1 an et demi, 2 ans de fabrication. Ça, c'est ce qui prend presque le plus de temps. C'est que tout ce qu'on a imaginé sur le papier, ensuite, il faut le passer dans la réalité. Et ça, c'est des essais-erreurs. Et c'est beaucoup de bricolage, d'ingénierie, de travail avec des artisans. Ça sort pas d'un chapeau pour le coup. On a beau être magicien. Il y a un vrai travail de construction, d'élaboration. On touche à de l'électronique, à de la mécanique, à plein de choses pour arriver à nos fins. Donc ça pour sortir les derniers spectacles que j'ai faits, ça a pris quasiment 5 ans, ce qui est assez long quand même. Je voulais savoir où est-ce que tu puises ton inspiration pour créer justement tes spectacles. Tout à l'heure, tu parlais de l'infini, mais quels sont les thèmes qui peuvent t'inspirer? Je fais beaucoup d'activités de plein air, qui n'ont rien à voir avec la magie, hein, mais je fais beaucoup de sport, comme j'habite Annecy, les montagnes, le lac, tout autour. Du coup, pendant ces moments-là, quand on va par exemple nager ou faire un trail, c'est des moments où le cerveau il part un peu, comme on est dans une action assez mécanique sportive, le cerveau va partir dans l'imaginaire, et c'est souvent dans ces moments-là que j'ai des idées, j'imagine des choses, ça me permet d'accéder à des choses
auxquelles j'accède pas dans mon quotidien forcément. Et du coup, c'est dans ces moments-là que je trouve pas mal d'idées. Et après, les inspirations, elles viennent de plein de choses. Parfois, j'aime bien travailler à partir d'images. Des fois, je vais visiter par exemple un musée, je vais voir des images, un musée d'art contemporain où il y a une image un peu surréaliste. Je me dis tiens, c'est marrant, ça m'évoque quelque chose d'un peu magique, cette sculpture par exemple. Et puis pourquoi pas la rendre réelle. Puis finalement, elle m'inspire quoi cette sculpture? Peut-être que ça va dégager une émotion particulière. Et du coup, voilà, je m'inspire de choses comme ça que je vais voir dans des musées ou même des situations du quotidien. Enfin, tout est source d'inspiration et j'essaye de voir un peu dans le quotidien des moments qui me paraissent un peu magiques justement, un peu surréalistes. Tac, et là je me dis voilà, cette image-là, ce paysage-là, à un moment il m'évoque quelque chose et ça peut ça peut juste une idée comme ça visuelle souvent peut me faire partir carrément sur un numéro. Est-ce que la magie est sans limite? Est-ce qu'on peut tout faire en magie? Alors ça c'est une super question parce qu'on pourrait se dire tiens, le magicien il est capable de tout faire, et en vrai c'est un des arts les plus contraignants et les moins souples. Je donne un exemple, par exemple quand on est danseur ou qu'on fait du théâtre, finalement on a une liberté folle dans le texte. Le danseur dans ses mouvements il a une grande liberté, mais le magicien il peut pas exactement faire ce qu'il veut. Si là en ce moment on est en train de parler mais on boit un verre à côté, si Pascal tu me demandes de te faire disparaître le verre d'eau là dans l'instant précis, je suis un peu embêté parce que je vais pas savoir comment faire. Par contre si je suis sur une scène avec ce qu'il faut, je vais réussir à faire disparaître mon verre d'eau. Tout ça pour dire qu'il y a des grosses contraintes et que du coup on peut vraiment pas faire tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'on est obligé un peu de sculpter la mise en scène du tour en fonction des contraintes que va avoir le tour. Et chaque tour va avoir plein de contraintes. Donc on peut pas faire ce qu'on veut, mais on va donner l'illusion aux gens qu'on peut le faire par contre. Et justement, est-ce qu'il y a des limites que tu te donnes parce est-ce qu'il y a des limites techniques? Est-ce qu'il y a par exemple il y a un tour que tu avais prévu de faire dans un spectacle et finalement tu as dû renoncer parce que techniquement c'était pas possible? Alors ça arrive dans les deux sens. Il y a des tours où on va passer des heures et des heures à faire des essais-erreurs, puis on va se rendre compte que ça marche pas. Et il y a aussi une autre façon de faire, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de limite. D'abord, quelle est mon idée, où je veux aller? On met d'abord en avant les faits, la mise en scène, ce qu'on veut raconter. Et ensuite, on regarde si c'est faisable. Et parfois, on va se rendre compte que quelque chose, on s'est dit, mais non, on va jamais y arriver. Et ça a été le cas dans le spectacle À Vue avec Maxime Delforge. On s'était mis vraiment un cahier des charges très complexe avec des effets magiques assez ambitieux, et finalement tout ce qu'on a mis sur le papier on a réussi à le faire. Donc voilà, quelque part c'est bien de pas se donner de limites, même si on sait très bien qu'avec la magie il y a certaines limites, mais voilà, parfois avec l'imagination et beaucoup de recherche on y arrive quand même, ouais. Et parfois on retrouve chez certains magiciens des similitudes dans les tours qu'ils proposent, et comment on arrive à se démarquer dans cet art sans faire justement comme les autres? Alors c'est vrai qu'il y a un peu comme un pianiste, il a des gammes. En magie, on a aussi quelque part des gammes. On a des techniques de base, et à partir de ces techniques, on va sculpter un tour. Après, ce qui finalement apparition, disparition, transformation, en fait, on tourne assez vite sur un champ lexical d'effets magiques qui est pas si grand, si on réfléchit bien. Mais ce qui va changer, c'est vraiment la mise en scène qu'on va mettre derrière, ce qu'on veut raconter aussi avec le tour de magie ou pas. On peut faire un tour de magie brut pour que les gens ils en prennent plein la figure et waouh, comment t'as fait. Mais on peut aussi faire un tour de magie pour emmener les gens dans une poésie, pour leur faire peur, pour créer plein d'émotions possibles. Et du coup, c'est plus sur cette variante-là qu'on va jouer, la mise en scène finalement. C'est elle qui va donner l'impression que le tour est très différent. En vrai, intrinsèquement, dans la fabrication du tour, on a un peu tout est déjà là, quoi. On va pas inventer un nouvel instrument de musique, comme on va avoir du mal à inventer vraiment un nouveau tour de magie. C'est possible, mais c'est de plus en plus rare forcément, puisque ça fait des années que les magiciens créent des choses, et finalement, il y a quasiment tout est là. Il y a plus qu'à jouer avec la boîte à outils. Est-ce que la magie, comme la musique, est protégée, ou alors tout le monde finalement peut s'approprier les tours de tout le monde? C'est protégé, mais la notion de brevet coûte quand même assez cher. La magie, c'est un art qui est assez marginal. Il n'y a pas tant de gens qui pratiquent. Il y a encore moins de gens qui sont professionnels. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui protègent vraiment. Après, il y a évidemment une déontologie. Déjà, quand on est magicien, par définition, théoriquement, on n'explique pas les tours à tout le monde. Et donc, cette déontologie fait que globalement, les magiciens se copient pas trop. Après,
voilà, si ça arrive, hein, notamment par exemple dans la culture chinoise, la copie, c'est pas la même notion qu'on va avoir en Europe. Donc on peut voir des fois des numéros qu'on va faire en France qui vont être copiés en Chine. Forcément, ça fait pas plaisir parce qu'on nous a pas demandé, mais on n'a pas vraiment, si on n'a pas déposé le numéro, il n'y a pas grand chose à faire. Donc la copie, elle existe. Mais par déontologie, on évite, en tout cas par respect pour la profession et même pour l'art en général, car tout le monde n'est pas professionnel, on évite de copier les autres. Après, il y a quand même beaucoup de magiciens, comme tu le disais, qui font aussi les mêmes tours, parce que au départ, la magie, c'est un art assez traditionnel, assez classique, et il y a beaucoup de gens qui restent là-dedans, et donc il y a quelque chose qui se perpétue, un peu comme un magicien, il va réinterpréter un musicien, il va réinterpréter un morceau connu. Voilà, c'est un peu pareil en magie, hein, il y a ça aussi. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à un de tes spectacles, le spectacle Clock, que tu as écrit et joué avec Maxime Delforge. Alors, ton univers, je le disais tout à l'heure, n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre lorsqu'on va voir un spectacle de magie. Il y a pas de lapin qui sort d'un chapeau, il n'y a pas de costume à paillettes. On est plus vraiment sur une forme esthétique de la magie, plus poétique. Alors justement, en y mettant ces touches très personnelles, est-ce justement une manière de se démarquer des autres ? Alors, je suis pas certain que ce soit une manière de se démarquer des autres. J'ai l'impression d'essayer de faire des spectacles de magie qui me correspondent, qui me font plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai finalement autant plaisir à faire des formes un petit peu singulières comme Clock, comme tu as vu, que de faire de la magie, par exemple, de close-up dans des soirées, dans des mariages, dans des soirées privées, pour des entreprises. Donc, quelque part, quelque chose de plus classique. Je trouve que voilà, c'est intéressant de mélanger les deux, et du coup, je me démarque forcément dans le milieu par une certaine créativité et tout ça, mais en même temps, d'un autre côté, je fais aussi de la magie plus traditionnelle, et j'aime bien ça en la faisant dans l'air du temps, évidemment, sans les strass et paillettes, bien sûr. Mais... Quelles histoires elle nous raconte ta magie à travers tes spectacles ? Bon, je dirais que chaque spectacle a cette petite histoire, mais en tout cas, j'aime bien un peu aller amener les gens de l'autre côté du miroir, de passer dans un monde où la magie, elle vient créer quelque chose de surréaliste, d'être à côté de la réalité, mais en même temps d'avoir un pied dedans et en même temps de ne pas l'avoir. C'est un peu d'ailleurs peut-être la définition de la magie que j'ai donnée brièvement au début. Mais ce côté où, je pense que ce côté très surréaliste, ça se dégage pas mal des différents numéros que j'ai faits, et j'aime bien ça. On s'identifie parce que ça a quelque chose de réel, et en même temps ça l'est pas. Et ce côté surréaliste, c'est ça qui va amener sans doute ce petit côté un peu esthétisant, un peu poétique dans certains des spectacles que j'ai montés ou que j'ai montés avec mes collègues. Donc justement, tu le disais, on l'a évoqué au cours de cette interview, tu as créé certains spectacles en collaboration avec d'autres, notamment le spectacle Chapeau Blanc avec Claude Brun et Clock avec Maxime Delforge. Comment est-ce que l'on crée un spectacle de magie à plusieurs ? Comment on se répartit les rôles ? C'est intéressant, c'est une création partagée, donc un peu comme, je pense, toute création, il y a un petit côté brainstorming, hein, on se met sur une table, on a des idées, chacun, on va les confronter, les mélanger, voilà, essayer de voir ce qui s'en sort, ce qui s'en dégage, pardon. Après, ce qui est intéressant, c'est que mes collègues, on est tous magiciens, mais on a des parcours différents. Par exemple, Maxime, il a une formation un peu théâtrale. Mon collègue Claude Brun, il a un côté très intéressant dans le côté stand-up, un peu comique, avec une vision des fois très décalée des choses, toujours dans quelque chose d'un peu drôle. Et du coup, voilà, on a des points de vue un petit peu différents. Complémentaires, mais en ayant quand même un terrain commun, parce qu'il faut quand même avoir une super complicité pour monter un spectacle, surtout quand on part dans des choses un peu dites originales, pour pas qu'il y ait des conflits d'ego et tout ça. Faut vraiment avoir cette vraie complicité. Donc j'ai eu la chance avec ces personnes d'avoir une belle complicité, et voilà. Et après, c'est vraiment c'est un jeu de création comme il se ferait dans n'importe quelle discipline. Alors ton dernier spectacle, À vue, magie performative, est sorti en 2019. Est-ce que tu tournes encore aujourd'hui avec ce spectacle ? Alors on tourne toujours, il y a eu la petite disparition d'1 an et demi avec le Covid, mais là ça a très bien repris, et on continue à le jouer. On a fait la sortie de ce spectacle à Bonlieu Scène Nationale, à Annecy, qui nous a soutenus sur ce spectacle, donc on était vraiment super contents d'être soutenus par la ville d'Annecy sur ce projet, et la Scène Nationale d'Annecy. Et du coup là on a la chance de rejouer. Apparemment il y a eu un engouement qui fait qu'on est reprogrammé, donc on va jouer au mois de janvier le spectacle. Donc oui, le spectacle continue de tourner, et on commence un peu à rayonner à l'échelle européenne. On allait jouer en Lettonie,
évidemment la Suisse qui est pas loin. On va aller jouer en Hollande là au mois d'août. Donc ça commence à, comme c'est un spectacle sans parole, c'est l'avantage. La magie a quelque chose d'universel qui fonctionne partout et qui fonctionne différemment. Et c'est intéressant d'explorer différents territoires. On a parlé des spectacles de magie, mais aussi, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, une autre technique que tu maîtrises, c'est celle du close-up. Alors, ça consiste en quoi exactement, le close-up ? Oui, alors le close-up, c'est un terme de cinéma à la base. Le close-up, ça veut dire gros plan, donc c'est quand on fait un cadrage assez serré au niveau de la taille jusqu'au visage. Et le magicien de close-up, c'est le magicien qui va aller jouer dans ce cadre-là, c'est-à-dire qui va aller voir les gens de très près. Donc on fait de la magie sous les yeux des gens. Ça vient des États-Unis, cette magie. Elle date déjà d'il y a bien une trentaine d'années. Et là, elle est complètement à la mode depuis facilement 10 ans, voire plus. On en voit beaucoup dans des soirées d'entreprise, dans des soirées privées. Et ce qui est intéressant avec cette magie, c'est qu'elle se fait de près. Du coup, les gens qui ont l'habitude de voir de la magie à la télé ou qui vont voir ça sur une scène de loin, quand on va voir Éric Antoine sur une scène de loin, c'est magnifique. Et quand on voit Éric Antoine ou n'importe quel autre magicien qui maîtrise le close-up, qui fait ça sous le nez, il y a quelque chose de très perturbant et il y a des réactions très vives des gens. Les gens tout de suite, les réactions sont très drôles. Bon, on contrôle pas toujours leurs réactions d'ailleurs, et c'est cette magie-là. Du coup, le close-up, c'est cette magie qui est dans l'instant, qui est faite avec des objets du quotidien, avec une bague, avec un billet de banque, on emprunte une montre. Voilà, c'est cette magie qui est dans le réel et qui se fait de très près. Et toi, donc j'ai cru comprendre que tu intervenais aussi à titre privé, dans les soirées privées justement pour faire du close-up, c'est ça ? Après, qui me demande à tel endroit, j'essaye d'apparaître, si je suis disponible. Donc oui, ça peut être dans une soirée privée, dans une soirée d'entreprise, dans un mariage, dans un théâtre, pour des associations. C'est assez divers. Des fois, je me suis retrouvé à faire de la magie dans un igloo, je me suis retrouvé à faire de la magie dans des files d'attente, dans la rue. Enfin, il y a des choses des fois un petit peu, des contextes un peu insolites. Donc oui, après la magie de close-up peut se faire partout. Et évidemment la magie comme Clock ou À Vue dont tu as parlé, qui est un peu plus théâtralisée. Là par contre on va jouer dans des lieux dédiés qui sont plutôt des théâtres. Alors moi aujourd'hui, si je décide de me lancer dans la magie et d'en faire mon métier, il faut passer par quel cursus ? J'imagine qu'il n'y a pas d'école de sorcier, ça c'est que pour dans les bouquins pour enfants. Bon, ça c'est une demande pour avoir des cours privés, c'est ça, en échange de l'interview. Non mais alors la magie, oui, elle s'apprend. Bon, faut savoir qu'il y a peu d'écoles, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est un milieu, comme je disais, qui est quand même assez marginal. Et les écoles, elles peuvent exister dans certaines grandes villes. Si on va sur Paris, si on va sur Lyon, il va y avoir des écoles. C'est pas des écoles comme on a dans un cursus scolaire où on peut faire, on ferait sport-études, gymnastique. On peut pas faire sport, art, magie. Enfin voilà, ça existe peu. Mais par contre, effectivement, il y a quelques écoles. Après, on peut aussi, par exemple, en Corée, ils ont fait passer la magie vraiment dans le cursus universitaire. Donc ça dépend après des cultures. Mais en tout cas, en France, il n'y a pas réellement d'école. Il y a des stages de magie. Moi, par exemple, au Bonheur des Mômes, tous les ans, donc le festival pour enfants en Grand Bornand, je vais faire une semaine d'atelier magie. Donc il y a des temps forts, à des moments comme ça, où on va prendre les enfants sur une semaine, ou même, ne serait-ce même que sur une heure, et les initier à la magie, à l'approche magique et au théâtre qui va avec. Donc ça existe, mais il n'y a pas un vrai cursus comme on pourrait avoir en musique ou en théâtre. Et tu as eu l'occasion de te produire un peu partout, tu as reçu de nombreux prix prestigieux, on le disait tout à l'heure, tu as créé de nombreux spectacles. Si on devait choisir et garder un moment clé de ta carrière, ça serait lequel pour toi ? Je crois que le tout premier moment comme ça, j'ai monté un numéro qui s'appelle Ombre et Lumière, donc un numéro où je mélange les ombres chinoises et la magie. J'ai monté ça avec mon frère dans ma chambre chez mes parents, je sais plus quel âge j'avais, mais moins d'une vingtaine d'années en tout cas. Et ce spectacle-là, un jour, à peine je savais le jouer, je l'avais pas joué en public, j'ai envoyé la vidéo à la production du plus grand cabaret du monde qui passait sur France 2 pendant des années, présenté par Patrick Sébastien. Donc j'ai envoyé ça à la production. J'ai eu un retour en me disant, Jérôme, on t'invite à l'émission pour enregistrer le plus grand cabaret du monde. Et en fait, je savais même pas, j'avais même pas l'expérience de le jouer devant un public. Et je me suis retrouvé sur le plateau du plus grand cabaret du monde à jouer ce numéro. Je suis monté avec mon père qui m'a aidé à bricoler plein de choses. Pour ce spectacle, on est montés tous les deux et c'était complètement surréaliste de se retrouver là-bas avec Monica Bellucci devant et plein de stars. Enfin, quand on n'a pas du tout l'habitude de ce milieu la première fois et qu'on se retrouve comme ça devant des caméras en sachant que ça passe devant 5 ou 6 millions de personnes et il s'est passé un truc magique où il y a un mélange de gros stress et en même temps ça s'est super bien passé et quelque chose de très détendu pendant le numéro.
Enfin voilà, ça a été sans doute le moment le plus émotif pour moi de participer à cette émission-là. Alors, Jérôme, avant de conclure, dis-nous quels sont tes projets pour cette deuxième partie de l'année 2022. Est-ce qu'il y a un nouveau spectacle en création? Ou alors, on parlait tout à l'heure, il y a toujours cette tournée pour ce spectacle. Quels sont tes projets? Alors évidemment, le projet, c'est que les spectacles concrets ils continuent le plus longtemps possible. Donc là, actuellement, le spectacle qui s'appelle À Vue continue de tourner. Hein, j'en parlais, on va jouer à Bonlieu, on va jouer à Chambéry, puis voilà, on joue un peu partout en France et un petit peu voilà en Europe. Donc ça, tant que ça tourne, tant mieux, parce que ça a été 5 ans de boulot pour le monter. Donc voilà, on en profite. Et puis tout doucement, toujours la magie de Close-Up continue à faire son bonhomme de chemin avec des nouveaux tours, ça se peaufine. Voilà, même si ça fait 20 ans que je fais ça, donc c'est déjà bien engagé, mais il y a toujours des petites créations qui viennent se rajouter sur cette partie-là. Et après, forcément, un projet de nouveau spectacle va venir. Là, on va commencer tout doucement peut-être à rentrer dans un travail d'écriture sur un prochain projet. Et puis voilà, dans quelques années, c'est bien possible qu'il y ait une nouvelle création qui apparaisse de son chapeau. Voilà, on espère. Jérôme, merci beaucoup pour cet entretien dans mon micro et bravo pour cette magie qui n'a plus de secret pour toi, mais qui en a toujours beaucoup pour nous. Belle et longue route à toi dans ce monde merveilleux de la magie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans mon micro. À bientôt.